Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape du Tour du Pays Basque. On va revenir sur un petit peu le résumé de cette journée, sur eh bien les coureurs au top, les bonnets d'âne. Il y aura un Français dans les coureurs au top, sans trop de surprises, et puis on fera un point sur les différents classements de cette compétition. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire eh bien, qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan, vous pouvez booster cette vidéo, ça c'est sur mobile, 3 fois gratuitement par semaine. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà utilisé pas mal leur boost, ils me l'ont dit dans les commentaires. Eh ben, il faudra les utiliser la semaine prochaine. La semaine prochaine, en passant, il y aura la Flèche Brabançonne le vendredi, qui est une nouvelle date. Il y aura également le Tour du Limbourg, je pense que j'essaierai de faire. Enfin voilà, il y aura quelques belles courses au programme, et notamment l'Amstel dimanche. Et il y aura une présentation de l'Amstel Gold Race. Bon, on commence tout de suite. Avec l'étape, on savait, hein, je vous avais prévenu hier, pluie. Donc ça pouvait rendre la course difficile, même si le parcours était moins exigeant que la veille, avec surtout des côtes qui étaient plus espacées en milieu de course et des côtes qui étaient moins dures, moins de pourcentage. C'était pas l'étape de Eibar. Eibar, on savait qu'il y avait pas mal de difficultés, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que très régulièrement sur le Tour du Pays Basque, on a eu des revirement de situation le dernier jour. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une course où il s'est souvent passé des choses le dernier jour. On a souvent eu des coureurs qui ont perdu la course ou qui ont perdu une place sur le podium lors d'une dernière journée de course. Et ça a encore été le cas aujourd'hui. Bon, beaucoup d'attaques en début de journée, on le savait, c'était une étape qui était assez courte, 133 km, donc il y a eu beaucoup d'attaques. Alors l'échappée, là c'est encore flou, c'est comme l'étape d'Eibar, comment elle s'est formée, surtout qu'on n'avait pas les bons coureurs dans l'échappée. Donc, à 95 km de l'arrivée, je vous fais un point de la situation. En tête, on a un groupe de 3, Marc Solé, Skelmoz, avec également Benedi. Derrière, on a deux coureurs, c'est Oxenberg et Juan Pedro Lopez. Et derrière, nous avons un groupe avec les Uno X, notamment Tobias Aland Johannessen. On a également pas mal de Visma Leasebike, notamment Team Rex, mais on n'a pas de leader. Après, les Visma Leasebike ce matin avaient perdu Ben Tulette, on avait Guillaume Martin, on avait Vandenbroek, on avait Andrew Auguste, ça c'est sûr, on avait Arietta et Domen Novak avec Großschartner, on avait Guillaume Martin, ça c'est sûr, Steph Kras également, ça c'est sûr, avec Simone Velasco. Après, par exemple, Richie Tello, c'est pas trop s'il était dans ce groupe-là au final. Voilà, il y a 2-3 éléments où on savait pas vraiment s'ils étaient véritablement dans ce groupe, donc je vous mets pas les coureurs. Il y avait donc Andrew Auguste qui là n'était pas marqué au final, on marquait Brandon Rivera, et chez EF, je sais pas s'il y avait Bellocchi au final, je ne sais plus parce que il y avait beaucoup d'informations qui étaient de coureurs qui étaient marqués comme présents dans ce groupe qui en fait ne l'étaient pas dans la réalité. Alors Oxenberg et Juan Pedro Lopez qui vont rejoindre le groupe de tête, mais ils vont faire un retour express parce qu'ils vont être lâchés très vite par les trois hommes. L'effort qu'ils ont dû faire, ils ont dû boucher quasiment une minute, ça a été extrêmement compliqué. Donc à l'avant, à 62 km de l'arrivée, nous avons donc le groupe de tête. Donc à ce moment-là, ils ne sont plus que 3. Donc Solé, Skelmose, Eli, qui ont 28 secondes d'avance sur le groupe de poursuite emmené par les Uno X. Le peloton à ce moment-là est à 4 minutes. On a eu un moment quasiment 4 minutes de retard entre le peloton et ce groupe d'échappés, et c'est un vrai problème car Tobias Aland Johannessen avait 5,39 de retard.
C'est-à-dire que là, il menaçait la deuxième place de Lipovic, mais il revenait à 1:30 quand même de Paul Sexas. Donc il fallait peut-être intervenir. À 60 km de l'arrivée, accélération de Lipovic, mais à ce moment-là, on a déjà plus d'équipiers dans le peloton. Le peloton est essoré, car les conditions climatiques, encore une fois, sont extrêmement compliquées. Et à 57 km de l'arrivée, c'est Paul Sexas qui décide de partir en solitaire, quasiment sur le sommet de la bosse. Vous savez, ce moment où il faut remettre du braquet, où vous êtes haut au niveau cardiaque, il faut réussir à remettre du braquet. Et bien là, il a réussi à le faire, Paul Sexas, et il s'en va en solitaire. Malheureusement, pas de Jon Izagirre avec lui, pas de Pello Bilbao, par exemple, pas de Lipovic, pas de Roglic non plus, parce que Roglic, en fait, a lâché et a craqué le coureur slovène. À 35 km de l'arrivée, la situation est la suivante. Les 3 hommes de tête sont toujours devant. Ils ont 42 secondes d'avance sur le groupe de poursuite. Paul Sexas, lui, est à 2 minutes 18, mais il est seul, accompagné d'un Stef Kras, quand même un petit peu en difficulté, lâché très tôt par ce peloton, enfin par ce groupe de poursuite. Le peloton, lui, est à 3 minutes. Roglic serait pointé à 3,45, mais il était peut-être bien plus loin à ce moment-là. À 30 km de l'arrivée, eh bien, Marc Solé décide de retourner dans le groupe numéro 2. En fait, il a été appelé par les UAE. À ce moment-là, il y a une vingtaine de secondes de retard pour le peloton numéro 2. Et on lui dit de redescendre pour aider les Uno X. Et c'est ce qu'il fait sans trop broncher. Et puis à 16 km de l'arrivée, c'est Lipovic qui reprend Sexas, avec les principaux favoris du classement général à ce moment-là. Sauf qu'on a perdu Alex Baudin également dans cette dernière montée à 12 km de l'arrivée dans le groupe de tête. Et bien surprise, attaque d'Andrew Auguste. C'est pas les UAE, c'est pas Tobias Alon Johannesson qui accélère, c'est Andrew Auguste qui va être suivi par Raoul Garcia Pierna. Les 2 hommes vont rester un petit peu ensemble, mais à 10 km de l'arrivée, Andrew Auguste est le plus fort. Raoul Garcia ne peut absolument rien faire. Derrière, eh bien, nous avons le groupe Lipovic. Pas vraiment de changement. Jon Izagirre arrive à suivre. Donc c'est un peu un statu quo dans cette dernière difficulté. C'est Lipovic qui tente de conserver cette deuxième place au classement général face à Tobias Alon Johannesson. Andrew Auguste s'impose. Derrière, c'est l'attente pour Tobias Alon Johannesson qui arrive à une cinquantaine de secondes de notre ami Andrew Auguste. Et ça ne va pas le faire pour 3 secondes par rapport à Lipovic, mais il va quand même monter sur la 3e marche du podium de cette édition 2026 du Tour du Pays Basque, remporté par Paul Sexas, qui remporte tous les maillots. Je vous en avais parlé hier, mais il a réussi à conserver tous les maillots. Ça s'est joué d'un petit point par rapport à Marc Solé, parce qu'il y avait Yohan Bahou, mais Yohan Bahou n'a pas marqué de points aujourd'hui, mais Marc Solé avait marqué des points. Ça s'est joué d'un petit point, comme quoi les 3 points du contre-la-montre le premier jour ont pesé dans la besace pour ce classement-là, et puis bien entendu il dominait le maillot blanc. Et le maillot de par point, là aussi, il était largement devant pour le coureur français. Donc vraiment une belle journée pour Paul Sexas. Ça a été vraiment très très bien pour lui. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top aujourd'hui, bien entendu, Paul Sexas. Paul Sexas parce que ça n'a pas été une journée facile. Autant les derniers jours, je vous disais, gros collectif AG2R, vraiment la Décathlon a fait un super job. Autant aujourd'hui, il s'est retrouvé quand même très vite seul. C'est-à-dire que, en fait, les plus gros collectifs qu'on a vus aujourd'hui, ça a été la UAE, la Uno X. Mais c'est vrai que à la fois la Red Bull et à la fois Decathlon, ça a été plus compliqué. Donc il s'est retrouvé très vite seul. Et dans une situation
où quand même, Tobias Allan Johannesson, il y a un moment, il était à moins d'une 30 au classement général et il restait 60 km. Avec le risque, quand même, à 60 bornes de l'arrivée, de se dire, j'ai plus d'équipier, est-ce qu'on va pas me harceler du côté de mes adversaires? Et surtout, est-ce qu'on va pas m'obliger à faire le travail? Est-ce que je vais pas les tracter pendant 60 bornes? Ça, c'était le vrai risque. Et je pense que il s'est dit, s'il y a Lipovic, ça va, s'il y a Yannis Aguirre, ça va, mais quand Lipovic s'est accéléré, ouais, il s'est peut-être dit, bon, en gros, Yannis Aguirre, il semble pas au mieux, bon, je vais peut-être avoir que Lipovic, est-ce qu'il va vraiment collaborer avec moi en sachant qu'il y a plus Roglic? Oh, je décide de partir et puis on verra bien. Et je pense que ça a été, tout le monde dit, ça a été une mauvaise idée. Ok, il était peut-être en solitaire, mais au final, c'est ce qui a permis aussi peut-être de limiter l'écart avec Tobias Allan Johannesson. Que se serait-il passé si, il s'était retrouvé dans un peloton avec Lipovic? Je pense c'est que ça aurait tracté tout le monde. Et le risque, ça aurait été peut-être, eh bien, d'être lâché dans la dernière difficulté du jour. Voilà, ça aurait peut-être été ça le risque, en tractant tout le monde. Donc là, il a attaqué, il leur a fait mal. Donc les autres, même s'ils ont essayé de collaborer, c'était quand même un coureur de EF qui était un petit peu fatigué. C'était pas un rythme non plus intense derrière Paul Sexas. Parce que si ça avait été un rythme intense, de toute manière, il aurait pas fait 40 bornes en solitaire. Paul Sixas, dont 20 bornes de transition. Et je pense que ça a été plutôt un bon choix. Alors, parce qu'en plus, il n'avait pas d'équipe avec lui. S'il avait eu un Prodhomme, s'il avait eu un Riccitello, s'il avait eu... bon, voilà, j'aurais dit autrement, mais il semblerait qu'il n'y avait pas d'équipier à ce moment-là avec lui. Donc, il est parti. Mais je pense que encore une fois, c'était un bon choix pour obliger les autres à rouler aussi derrière lui et qu'il y ait un tempo. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu un tempo avec Paul Sexas dans le groupe du peloton et le risque, c'était qu'à un moment, l'écart de Tobias Allan Johannesson passe 4,30, 5 minutes, et là, ça aurait été branle-bas de combat, et peut-être qu'il aurait paniqué un petit peu, Paul Sexas, ou qu'il aurait pris un peu trop de risques dans une descente. Donc là, bon, voilà, il a décidé d'attaquer à ce moment-là, ce qui, je pense, était un bon choix. Bon, après, derrière, ça a été une semaine, plutôt bien maîtrisée, hein, de la part de Paul Sexas. Bon, il remporte ce classement. Vous noterez que chez Eurosport, ils ont réussi à ne pas prononcer le nom de Christophe Moreau. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, ils ont dit, voilà, c'est le plus jeune coureur, 19 ans de disette, tout ça, mais sans parler vraiment de Christophe Moreau. Oui. Alors moi, c'était pas forcément une statistique qui m'intéressait ces 19 ans parce que après la dernière victoire française sur une course World Tour, parce que on avait fait quand même des podiums, on n'était pas complètement largué quand même sur ces épreuves-là World Tour. Il y avait eu des podiums, parfois c'était pas passé loin, mais on n'était pas complètement largué. Autant Paris-Roubaix, c'est sûr que ça montre aussi que sur Paris-Roubaix, si tu regardes sur les 20 dernières années, les Français ont quand même assez peu existé sur cette épreuve. Autant là, bon, la statistique, elle faisait, c'était pas forcément ça que je retenais le plus, surtout qu'on avait quand même gagné le Tour des Alpes, qui était une épreuve de haut niveau, même si elle n'était pas World Tour. Voilà, il y a eu des courses qu'on a gagnées quand même. Hein, il fallait pas voir tout noir, voilà, de ce côté-là. Mais du côté de Paul Sexas, oui, c'est une semaine qui est maîtrisée. Il a fait le job. Le test est réussi. La case est cochée du côté de Paul Sexas. Voilà, il a été encore une fois impressionnant aujourd'hui dans cette course, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été si facile que ça à contrôler, cette épreuve. Parce qu'il prend 2 minutes d'entrée, donc il s'est fait quand même un gros pécule d'avance, mais ensuite la course est devenue complètement folle. Depuis l'étape 3, on a eu que des échappées au final. Que des échappées importantes, que des échappées avec beaucoup de monde. Et ça, c'est des échappées qui sont un peu chiantes quand même dans certains cas. Regarde Tobias Allan Johannesson, il y a encore quelques jours, on le voyait pas du tout aller sur le podium.
Kevin Vauquelin, par exemple, on le voyait pas du tout rentrer dans le top 10, mais comme il y a eu une très grosse course de mouvement, même à Guillaume Martin est 11e, au final, c'est vrai que ça a été une semaine un peu folle, voilà, en termes de scénario de course, pour contrôler tous les jours, ça n'a pas été simple. Là, aujourd'hui, c'est lui qui a dû faire le travail. C'est vrai qu'il s'est retrouvé vraiment dans une situation où il aurait pu paniquer, quand il est seul, sans équipier. Et je trouve qu'il a plutôt, encore une fois, bien géré mentalement la situation. Non, ça a été un bon test. Je pense qu'il a pris beaucoup d'expérience aussi sur plein de paramètres, notamment sur la gestion du protocole, sur cette gestion également de garder un maillot de bout en bout. Là, faut quand même se dire qu'il a gardé le maillot 6 jours, donc il a eu la pression pendant 6 jours de protocole, 6 jours de médias, 6 jours de pression un petit peu sur ses épaules. Pour moi, en fait, c'est une grande répétition de ce qu'il aura sur un grand tour. Sauf que ça durera plus longtemps, mais c'est un peu une grande répétition. Garder le maillot, le protocole, la récupération, gérer les équipiers, voilà aussi, la gestion d'équipiers. Ça a été une bonne répétition à la fois pour Paul Sexas, mais à la fois également pour le staff, c'est-à-dire pour Cyril Dessel, pour Sébastien Joly aussi. Ça a été un bon... Ouais, une bonne préparation pour tout le monde, je pense, pour tout le staff, pour les équipiers, voilà, pour plein de choses. Donc oui, pour moi la case est cochée, la case est réussie. Alors maintenant, on le mettrait sur le Tour de France. Si c'est pour le mettre sur le Tour de France, là, ce que j'ai entendu du côté de l'équipe et le faire abandonner au bout de 10 jours de course, je vois pas l'intérêt. Voilà, je vois pas l'intérêt. Parce que sur le Tour de France, en plus, il y aura une pression sur les épaules. Il y aura forcément, là encore, une pression médiatique supplémentaire. Moi, déjà, je l'aurais mis peut-être plutôt sur une Vuelta. Parce que c'est un terrain qui, pour moi, déjà, ne lui convient pas forcément, la Vuelta. C'est des côtes assez punchy. C'est pas forcément là où il est le plus fort, Paul Sexas. Donc déjà, ça aurait été intéressant de voir comment il s'adapte à cette situation-là. Et puis, ça aurait été un test sur 3 semaines, mais avec peut-être moins de pression sur les épaules, avec aussi peut-être une opposition un peu plus faible, peut-être aussi un peu plus de liberté au cas où ça foire au niveau du classement général en début de course. Bah, t'as forcément de la liberté sur la Vuelta pour pouvoir partir en échappée et quand même finir sur une bonne note. Ce qui est pas facile de le faire sur un Tour de France et pas facile de le faire sur un Tour d'Italie. Donc moi, je l'aurais plutôt vu sur la Volta, et puis ça m'aurait arrangé en termes d'audience, parce que je pense que sur le Tour de France, s'il vient sur le Tour de France, de toute façon, tout le monde le regarde. Là, j'ai bien vu quand même sur un Tour du Pays Basque qu'il y a eu une audience qui a été supplémentaire qui est arrivée. C'est vrai que sur une Vuelta, bah, j'aurais préféré en termes d'audience. Mais bon, on verra quel sera le choix de la Décathlon, mais aujourd'hui, pour moi, il est prêt pour une course de 3 semaines. À partir du moment où tu gagnes un Tour du Pays Basque, t'es prêt pour franchir le cap supplémentaire qui est la course de 3 semaines. Et qui l'an dernier, il avait déjà fait un top 10 sur le Dauphiné aussi. Faut quand même pas l'oublier. Donc pour moi, il est prêt, mais encore une fois, plutôt sur une Vuelta parce que ça permet d'éviter la pression en France pour le moment. Voilà, ce côté un peu superstar qui va arriver là dans les jours à venir quand même autour de Paul Sexas. Ça a déjà commencé, mais ça va se poursuivre, je pense, également peut-être dimanche. Peut-être qu'il y aura un reportage dans Stade 2, par exemple, plein de choses. Ou un reportage ce soir dans le journal de 20h peut-être autour de Paul Sexas. On poursuit avec la Uno X. Oui, c'était osé, c'était culotté, mais c'était bien fait du côté de la Uno X. Non, bravo à l'équipe norvégienne. Je sais pas si ce matin l'objectif était vraiment de renverser le classement général, mais je pense que quand on part dans une échappée en étant aussi nombreux, c'était, je pense, le plan du briefing ce matin. Parce que sinon, on n'aurait pas mis autant de coureurs autour de Tobias Haaland, Johannesson. Donc oui, il y avait une idée derrière la tête, mais entre la théorie et la pratique, ça peut ne pas marcher. Déjà, ils ont réussi à tous être dans l'échappée.
Donc, voilà, ils sont au moins 4 ou 5 dans l'échappée. Déjà, bravo de ce côté-là. Mais ensuite, bah, il faut gérer la situation. Or, la situation, c'était maximiser l'écart par rapport aux hommes de derrière. Mais bon, tu vois que tu prends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais tu sais qu'il y a un moment, les mecs derrière, ils vont réaccélérer. Et puis, il y a un moment, t'entends, Paul Sexas a attaqué. Et là, tu te dis, ouh là là, est-ce que je vais pas me faire attraper par Paul Sexas? Et est-ce que ça va pas changer complètement mes plans? Puis bon, tu vois qu'il plafonne un peu, mais je pense que du côté de la Uno X, ouais, il y a eu pas mal de craintes ce matin. Mais encore une fois, l'esprit viking a triomphé et Tobias Allan Johannesson, qui je pense était pourtant pas dans un grand jour, Tobias Allan Johannesson, qui de toute manière, je pense, n'était pas forcément dans la forme de sa vie. Il a beaucoup couru aussi, Tobias Allan Johannesson, un peu comme Del Toro, hein, on en avait parlé. Il avait eu un contre-la-montre compliqué, ça c'était habituel, mais il avait perdu beaucoup de temps dès la première étape de montagne, hein, où il était passé complètement à côté comme un Juan Ayuso. Il avait fini très loin de la première étape de montagne, Tobias Allan de Johannesson. Et il a réussi quand même vraiment à se remobiliser dans un premier temps dans les échappées. Et puis bon, il a gagné du temps grâce à sa performance dans les échappées. Et sur cette dernière étape, bah, il a dit de toute manière, moi j'ai rien à perdre, hein. Je suis en dehors du top 5. Donc c'était pas forcément une réussite d'un point de vue personnel au niveau du classement général. Donc on fait all-in. Comme je dis toujours, parfois il faut oser tout perdre pour gagner. Bah, lui, c'est ce qu'il a osé faire, et ce que la Uno X a osé faire. Ils ont tout mis là-dedans. Et c'est vrai que ça a été un choix audacieux de leur part, mais qui a fonctionné. Et ce soir, Tobias Allan Johannesson est sur le podium. Et même si les jambes n'étaient pas parfaites, même si cette dernière étape, bah, il n'a pas joué la gagne au final, parce que je pense que les jambes étaient un peu lourdes aujourd'hui après pas mal d'échappées, eh bien, il a quand même réussi à monter sur ce podium. Et bravo à lui, parce que, encore une fois, ce matin, quand tu vois la pluie, tu te dis tu vas faire 3 heures de vélo dans ces conditions-là. Il y a plus d'un coureur qui se dit bon bah ouais, une septième, huitième place, c'est déjà pas mal quoi. Et non, lui, il a été aussi au charbon, il a été aller chercher le résultat. Donc non, bravo à Tobias Allan Johannesson, bravo à la Uno X aussi parce que ça nous a animé la course, hein, quand même. Ça nous a donné du suspense et ça a été spectaculaire. Alors c'est vrai qu'il fallait moyennement être cardiaque quand même aujourd'hui, mais bravo quand même à la Uno X. Donc voilà, ils nous ont animé cette journée et ça a été très intéressant à suivre leur stratégie. Puis je termine avec Andrew Auguste. On en avait parlé en début de semaine d'Andrew Auguste dans les commentaires. Je sais plus si c'était l'étape du chrono. Je crois que c'était l'étape du chrono. On avait parlé d'Andrew Auguste dans les commentaires et c'est vrai que on s'était dit, tiens, ça serait intéressant de voir comment il se comporte en équipier de Kevin Vauquelin. Voir comment il arrive à être efficace en tant qu'équipier de Kevin Vauquelin. Parce que pour moi, j'avais dit, ça autour de la communauté de Valence, il me semblait que pendant l'hiver, il avait passé un cap, quoi. On en avait parlé lors de sa victoire, j'avais dit, bon, putain, c'est vrai qu'Andrew Auguste, bah pour moi, chez Ineos, ça marchait pas des matchs, et là, il avait gagné sa course en étant très intelligent. Voilà, il avait été très efficace au final, Andrew Auguste, en termes de stratégie. J'avais dit bravo à lui. Et sa performance m'avait plutôt impressionné. Mais après, fallait aussi trouver les ouvertures cette semaine. Il y a eu Axel Laurence, il y a eu Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin a beaucoup tenté. Et c'est vrai qu'Andrew Auguste, sur le début de semaine, on le voyait surtout arriver assez loin. Andrew Auguste, hein, si je vous dis, voilà, il avait fini 79e de l'étape de numéro 2, et puis même au-delà de la 120e place à Ibar et à Galdacao. Donc moi je m'étais dit, oh bah c'est dommage puisqu'il avait fait un bon chrono, mais il n'a pas réussi à relancer la machine, ça a été un peu compliqué pour lui.
Et puis là aujourd'hui, on savait même pas qui était dans l'échappée parce que pendant très longtemps on a cru que c'était Brandon Riviera. Et quand je l'ai vu attaquer, je me suis dit ça déjà c'est pas Brandon Riviera parce qu'au niveau de tout simplement de la couleur de peau, Brandon Riviera il est colombien donc il est un peu typé au niveau de la peau. Là Andrew Auguste c'est un peu plus pâle quand même hein, donc c'est là je me suis dit ah, ça c'est pas Brandon Riviera du tout. Puis très vite, en plus, la télévision a mis que c'était Andrew Auguste. Et là, je me suis dit, ouh, l'attaque, il met une belle minace. C'est vrai que moi, je m'attendais à ce que ça soit un Igor Arrieta, parce que on faisait le job pour Igor Arrieta qui accélère du côté de la UAE. Et là, je vois, ouais, Andrew Auguste. Et surtout, je me dis, ouh, il est bien parti. Puis après, derrière, je voyais Raoul Garcia Pierna, qui pour moi s'employait énormément quand même pour tenter de le suivre. Tu sentais qu'il était vraiment en limite de rupture à plusieurs moments. Et puis il a été intelligent même dans son attaque parce qu'il accélère avant une épingle. Il voit qu'il est à bloc, vraiment derrière, et il se dit, hop là, à la sortie d'épingle, à la relance, bim bam boum, je remets un petit coup d'accélérateur pendant une dizaine de secondes, quinzaine de secondes, et puis après, je reprends mon rythme. Et oui, solide après sur la fin. Après, c'est vrai que Andrew Auguste, donc ils se connaissent avec Paul Sexas, il a 20 ans. Hein. C'est vrai qu'Andrew Auguste, il est là depuis 2024. Il est arrivé très très jeune chez les pros. Il était arrivé à 18 ans. Ça fait partie de ces coureurs qui ont été amenés très jeunes chez les pros par Ineos. Et je pense c'est ce qui a donné même l'idée à Ineos de lancer une équipe de développement cette année parce que comme Michael Leonard, il y a eu Oxenberg aussi. Ils sont arrivés très jeunes, mais ils n'étaient pas prêts encore pour le monde du World Tour. Et en même temps, Ineos, ils font quand même vraiment beaucoup de courses de haut niveau et ils savaient pas comment les employer ces mecs-là. Comme Kim Hayduk aussi pendant très longtemps, et on savait pas comment les employer ces coureurs-là. Et à part Sheffield, qui a été assez vite performant, tous ces coureurs-là ont eu beaucoup de mal au final chez Ineos, qui a pas su gérer je pense, ces jeunes talents en interne parce qu'ils auraient dû avoir une équipe de développement. Je pense que c'est des coureurs qui auraient dû passer par une équipe de développement avant d'arriver dans l'équipe World Tour de la Ineos. Et là, ça fait plaisir pour Andrew Auguste. Ça montre que on peut rater une année, 2 années en World Tour quand on est jeune et ensuite vraiment monter de niveau. Mais c'est vrai que l'an dernier, il avait déjà fait 2 fois deuxième d'étape sur le Tour d'Autriche par exemple, sur un Tour d'Autriche où c'est assez montagneux. Et il avait fait 7e du Tour de République tchèque, voilà, en 2024. Mais sur des épreuves World Tour, ça marchait pas pour Andrew Auguste. Là, ça commence à être efficace. Et puis, c'était un coureur qui avait une particularité dans sa carrière. C'est que très jeune, il a fait Paris-Roubaix. Voilà, puis ça fait partie des coureurs qui ont fini hors délai de Paris-Roubaix. Alors, moi je me pose une question, est-ce que c'était un blaireau alors, comme semblerait le dire Thierry Gouvenou, que les mecs hors délai à Paris-Roubaix sont des blaireaux? Je ne crois pas, vu qu'il remporte une étape du Tour du Pays Basque. Comme quoi, le niveau, ça évolue avec le temps également. Et ça, il faudrait que certains chez ASO le comprennent, mais c'est très facile de taper sur Bastetema. Malgré tout, c'est quand même également de plus en plus facile de taper sur ASO ces dernières années. Il faudrait aussi que Thierry Gouvenou le comprenne, parce que aujourd'hui, c'est plus vraiment compliqué de trouver des griefs, de trouver des critiques envers ASO, parce qu'on en a une plâtrée ces dernières années quand même. Ça serait bien aussi de se remettre en question quand on est organisateur, mais je crois que chez ASO, c'est un petit peu compliqué ces dernières années de se remettre en question, parce qu'ils considèrent que ce sont des génies du cyclisme, ils comprennent tout. Il faudra quand même leur expliquer un jour que 3 sprints intermédiaires, ça pourrait être intéressant dans une étape de cyclisme, notamment les journées de plat, pour un petit peu relancer la course, et puis donner des points, donner un classement annexe, pourquoi pas, pour les baroudeurs également, si on veut qu'il y ait des échappées sur le plat. Mais bon, moi je me pose encore la question de savoir s'ils regardent encore du cyclisme chez ASO, parce que des fois j'ai quand même des sacrés doutes sur le fait qu'ils regardent encore du cyclisme régulièrement. Parce que des fois j'ai vraiment l'impression qu'ils ne comprennent pas le cyclisme du côté d'ASO. Ils comprennent l'échec, ils comprennent les institutions publiques, politiques,
Mais le cyclisme, est-ce que attendent les fans également? Je suis plus vraiment sûr qu'ils soient en adéquation avec le public. Et ça, c'est quand même un vrai problème pour un organisateur. Bon, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, et je parle pas d'ASO, on passe à UAE aujourd'hui. Bah oui, la stratégie du AE peut nous faire sourire quand même ce soir. Après coup, elle est quand même assez drôle. C'est-à-dire que faire relever Marc Solé alors qu'il n'y a plus que 20 secondes d'écart, fallait le faire relever avant. Parce que là, l'impact qu'a eu Marc Solé pour attraper Ben Eli et Skelmose, je pense que même s'il n'avait pas été là, ils auraient été repris. Donc on aurait pu le faire relever bien avant. Mais si on le faisait relever, fallait quand même être sûr de la carte qu'on avait derrière. Et là, moi, je suis désolé, mais bon, gros Chartner ou notre ami espagnol Arrieta, sur un final punchy comme ça, avec encore une fois l'opposition qu'il y avait, c'était pas assurance tout risque. Hein. Enfin, moi, quand j'ai vu les mecs miser intégralement sur Arrieta, je me suis dit, il doit avoir confiance en lui. Il a dû montrer, il a dû dire aux autres qu'il avait confiance en lui et qu'il avait des bonnes jambes, parce que très clairement, pour moi, c'était pas l'élément majeur de cette échappée. C'est comme si j'avais vu les Visma rouler pour un seul mec, je me serais dit, ouais, mais pour lequel? Parce que très clairement, il n'y avait pas. Il n'y avait pas un élément majeur, et pourtant les Visma l'ont un peu fait aussi, hein. Il n'y avait pas un élément majeur dans cette échappée pour dire on mise tout sur ce mec-là. Là c'est pareil du côté de la UAE. Domaine Novak il a refait ses gammes, mais en gros on aurait pu tenter autre chose du côté de la UAE. C'est-à-dire que on aurait pu essayer de tenter des contres, d'anticiper. En plus, une fois qu'on avait rattrapé Marc Solé, pourquoi pas anticiper avec Domaine Novak? Faire un contre avec Domaine Novak, mais tenter autre chose que ce qu'on a fait aujourd'hui, de dire on accompagne la Uno X, on fait un gros tempo pendant toute la journée, on attend même de récupérer Marc Solé. J'ai pas trop compris quand même cette idée-là, parce que Arrieta, pour moi, c'était pas le meilleur coureur du tout de cette échappée. Et c'est vrai que quand on voyait... Alors c'est vrai qu'on avait des informations encore une fois contradictoires, mais même face à un Brandon Riviera par exemple, je sais pas s'il aurait été hyper efficace. Igor Arrieta. Et à la fin, de toute manière, il finit avec Marc Solé et avec Domaine Novak. Alors quand j'ai vu les trois passer sur la ligne d'arrivée, je me suis dit, dis donc, stratégie efficace quand même aujourd'hui du côté de la UAE. Parce que les trois, ils passent la ligne en même temps. Et assez loin quand même, hein. Ils sont au-delà du top 10, hein, je crois. Hein. Quand même de l'étape. Hein. Donc oui, ils ont fini derrière Guillaume Martin, derrière Benedi, qui pourtant était à l'avant pendant une grosse partie de la journée. Donc ça a été un échec. Un échec, ils finissent avec Skelmose, qui était aussi dans le groupe de devant. Donc je vois pas quelle était l'idée de départ du côté de la UAE, pardon, de tout miser sur Igor Arrieta. Enfin oui, il avait été bon face à Axel Laurence, pardon. Mais c'était sur une étape qui était la plus facile de la semaine. L'étape où il a fait 2-1, c'était l'étape la plus facile mercredi. Et il n'y avait pas eu une bagarre comme ça, les conditions climatiques étaient excellentes. Il faisait 30 degrés presque en ressenti, alors que là, des conditions très dures, donc on savait que la course allait être dure. Bon, surpris, alors je sais bien qu'Arieta est pas mauvais sur les courses de début de saison, donc il aime le froid. Mais bon, les courses de début de saison en Espagne, c'est pas non plus des torrents de pluie comme ils se sont pris sur la gueule aujourd'hui. Là, on était quand même sur des conditions assez extrêmes. En termes de conditions climatiques, c'était digne d'un Paris-Nice. Bon, surpris quand même de cette idée-là, de tout miser sur Igor Arrieta. Enfin, voilà, je reste encore un peu sur les fesses, quoi. Circonspect, on pourrait dire, de voir cette idée de miser intégralement sur Igor Arrieta. Parce que donc on a sacrifié Novak, on a sacrifié Marc Solé. Bon,
Grosse Chartner, je sais pas si on l'a sacrifié ou s'il était juste pas bien physiquement, mais on a mis quand même beaucoup d'énergie pour un mec qui était pas forcément le meilleur du groupe. Que Uno X mette beaucoup d'énergie pour Tobias Alondianessen, ça se comprend. Que UAE mette toute son énergie pour Igor Arrieta, là je trouve ça un peu plus surprenant du côté de cette formation. La Red Bull, que la semaine aura été compliquée pour la Red Bull. Lundi, on se disait, ils ont quand même une énorme opportunité cette semaine, la Red Bull, parce que ils ont ni Pogacar ni Vingegaard. C'est-à-dire que pour aller chercher une victoire dans ce Tour du Pays Basque, je dirais pas que la voie était grande ouverte, mais on se disait, bon, il faudra juste contrôler Paul Sexas. À la fin, ils se prennent quand même une tôle face à Paul Sexas, déjà. Mais ils se prennent une tôle collectivement face à la Décathlon, notamment. C'est-à-dire que c'est ça qui est inquiétant quand même cette semaine avec la Red Bull Bora-Hansgrohe. Ils n'ont absolument pas existé collectivement. En gros, on a vu Lipovic, Roglic, qui ont rarement été en capacité de travailler l'un pour l'autre, en plus. C'est parce qu'on n'a jamais su lequel des deux était vraiment le leader. Pour moi, c'était plus Lipovic. Pour d'autres, c'était plus Roglic. Même moi, à un moment, je ne savais plus. Hier. Et puis les équipiers. Tuckwell, on l'a vu sur une ou deux étapes en début de course. Ensuite, il a disparu. Etchebarria, là, il était dans l'échappée. Aujourd'hui, Etchebarria, il se fait lâcher. Mais il a jamais été en capacité... Enfin, il devait être dans l'échappée. Parce qu'encore une fois, les gens dans l'échappée, on avait des doutes sur qui était où. Mais il a explosé assez vite et il n'a jamais aidé véritablement Lipovic, parce qu'à un moment on le voit, il se fait rattraper par Paul Sexas, mais il n'a pas vraiment aidé Lipovic. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il a fait un tempo énorme. On voyait Benelli, on voyait un EF rouler avec Alex Baudin. C'était pas Benelli même, mais on voyait personne avec Lipovic. C'est-à-dire que le collectif est complètement passé à côté cette semaine. Le collectif est passé à côté. La direction sportive aussi, parce qu'en termes de stratégie, ça a été faiblard. Moi, je pense que Roglic n'était pas dans la forme de sa vie. Donc, normalement, on aurait dû lui imposer quand même beaucoup plus de travailler comme équipier de Lipovic. Alors que là, on a toujours eu l'impression qu'on essayait de jouer l'ogre à deux têtes, sauf que pour Roglic, ça marchait pas. Lipovic qui a fait des multiples attaques qui n'ont pas été efficaces au final, pour se faire contrer aujourd'hui, parce que c'est lui qui lance la première banderille, il se fait contrer 3 bornes après. Bon, ça n'a pas été une grande semaine, voilà, pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. Et certes, on prend la 2e place, mais quand même, en début de semaine, je pense qu'on se disait qu'on visait quand même plutôt la victoire, voire même le doublé, mais je pense qu'on visait la victoire du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe. C'est peut-être même pour ça qu'on avait emmené Lipovic, un peu à la dernière minute, mais on s'est fait complètement avoir, berné par les Décathlon AG2R. Alors certes, qui ont été très solides, les Décathlon AG2R, mais le collectif, quand même Red Bull Bora, il a été extrêmement faiblard. Alors, normalement, c'est pas des coureurs qu'on retrouvera sur les grands tours pour accompagner Lipovic et Roglic, mais il faudra sacrément également augmenter le niveau en termes de direction sportive. Et ça va être compliqué quand même pour augmenter le niveau d'ici 3-4 mois. Et ça, c'est un peu plus inquiétant. Parce que oui, Emile Herzog, Tuckwell, je pense qu'on les trouvera pas tout de suite sur un grand tour. Moscon aussi, en passant. Moscon, donc, qui ne fait pas Paris-Roubaix. Normalement, c'était quand même plutôt un spécialiste de ce type de classique, Gianni Moscon, mais il a fait le tour du Pays Basque. Là aussi, en termes de compréhension, on a du mal. Mais oui, Emile Herzog, qui, je pense, est sur le départ, hein, vu ses propos, je pense qu'il va essayer de casser son contrat. Après, qui voudra le recruter, Emile Herzog, pour le relancer, ça c'est une grande interrogation. Et Tuckwell, il est encore jeune. Mais bon, l'effectif était quand même faible.
hein. Cette semaine, voilà, on les a quand même assez peu vus au top du côté de cette équipe. On poursuit avec Steph Kras. Ça fait un peu mal, Steph Kras, un peu mal au cœur. Parce qu'aujourd'hui, il est dans l'échappée, mais il a absolument pas existé. Alors, on l'a vu avec Paul Sexas. Mais s'il a eu de la chance en fait d'être rattrapé par Paul Sexas en fin de descente, on va dire Steph Kras, mais c'est vrai qu'il a pris 3 échappées cette semaine. Bon, il n'a pas été vraiment efficace. Paris-Nice, ça a été très compliqué pour lui. Le Tour de la Communauté de Valence, ça a été difficile. Et puis, alors au départ quand même, Steph Kras c'était quand même un coureur de classement général. Quand il était chez Lotto, quand il était chez Total, c'était son registre. Euh, Chez Soudal Quickstep, bon, il a changé d'équipe. Les premiers mois sont quand même pas exceptionnels. Et puis surtout dans les échappées, bah, il est transparent, hein. C'est ça qui est assez terrible. Il a du mal vraiment à exister. Alors c'est vrai que l'an dernier, déjà sur les très grandes courses du calendrier, c'était compliqué sur les courses World Tour, hein. Il a eu des performances sur les Pro Series, mais sur les World Tour, c'était pas vraiment ça quand même, hein. Non plus, hein, du côté de Steph Kras. Donc ouais, ça fait un peu de la peine parce que t'as quand même l'impression que la chute de... Enfin, que les multiples chutes dans sa carrière, mais notamment la chute du côté du Pays-Bas, c'est vrai que c'est un coureur qui est souvent tombé dans sa carrière. Bah, ça a quand même énormément nuit à son évolution. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Steph Kras, c'est vrai qu'on se disait, ah, très beau potentiel. Je me souviens, moi, quand il arrive chez Total, je me dis, ah, c'est pas mal parce qu'il sort d'une belle Vuelta. Il avait été, pas d'une belle Vuelta, pardon, il sortait c'était quelle course où il avait été bon? Ouais, il avait fait le Grand Prix Miguel Indurain, mais je crois qu'il y avait une autre course où je l'avais vu, où il avait été pas mauvais. C'était peut-être la classique Grand Besançon. Et je m'étais dit, oh, bah, c'est peut-être une recrue intéressante pour la Total Energy. Ça peut vraiment être pas mal pour cette équipe. Euh, il avait été plutôt bien positionné sur la Volta. Il était, je crois, sorti du top 10 sur la fin de course en 2020. C'était déjà 2023 à l'époque, ouais, ça remonte, hein, 2023. C'est vrai que c'est un peu triste pour ce coureur qui était quand même hyper prometteur en début de carrière. Troisième de la ronde de l'Isard, quand même, hein. Et il fait troisième de la ronde de l'Isard, derrière Sivakov, quand même. Donc voilà, devant Arm Van Hoek, devant Rémi Rocha, James Knox, devant Madouas également. Mais tu t'aperçois que bah, beaucoup des coureurs de ce top 10 n'ont pas forcément eu une grande carrière après derrière. C'est ça qui est... Alors il y en a un qui aurait peut-être pu avoir une grande carrière mais qui est décédé en course. Mais c'est vrai que quand on regarde les autres, on se dit, je parle de Björn Lambrecht, mais c'est vrai qu'à part Sivakov, et encore Sivakov aujourd'hui est équipier, c'est vrai que pour les autres, ça n'a pas... Enfin, on n'est pas sur des vainqueurs de grand tour, quoi. Voilà, donc c'est... Puis un James Knox, par exemple, aujourd'hui, il est chez DSM, chez Picnic, bon, il a quand même bien disparu. Mais ouais, c'est un peu dommage, Steph Kras, puisque même maintenant dans les échappées, il a du mal à exister. Donc bon, on verra si chez Soudal, c'était un bon choix d'aller le recruter. Et puis dommage également du côté des Belges, dernier coureur Bonnedan. Brooks, c'est dommage, il avait fait une si belle semaine. Puis j'ai envie de dire, tout s'est un peu écroulé aujourd'hui. Il termine 37e. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que les conditions climatiques humides n'ont pas réveillé des douleurs du côté de Kian Brooks? Parce que c'est vrai que, bah, bon, voilà, lui aussi, il n'a pas été épargné par les problèmes, notamment les problèmes de genoux. Lui, c'était plutôt des problèmes, on va dire, pas dus à des chutes, surtout des problèmes physiques. Voilà, il avait eu des gros problèmes de genoux, de tendinite en gros, hein.
Enfin, c'était même un truc un peu plus complexe qu'une tendinite, même, hein, Kian Uijtdebroeks, mais voilà, avec une incapacité, il avait des fourmillements, voilà, je me rappelle, il y avait des fourmillements dans la jambe. Donc, est-ce que ça s'est réveillé aujourd'hui? Parce qu'il prend quand même 12 minutes, il finit 37e, ce qui le fait sortir du top 10 du classement général, et c'est vraiment frustrant parce que Kian Uijtdebroeks, on disait cette semaine, vraiment bien, on le voit, il est présent, il est dans le bon premier groupe, il est efficace, il arrive à faire des bonnes choses, et là aujourd'hui ça s'est bien écroulé pour le coureur belge, et c'est vrai que s'il avait fini 7 ou 8 du classement général, je pense que ça aurait été très positif pour lui. Ça l'aurait vraiment relancé dans sa tête si en plus il n'y avait pas eu cette journée de moins bien. Ça aurait été pas mal. Alors, est-ce que c'était vraiment une journée où, voilà, avec la pluie, avec les conditions climatiques, il a complètement explosé physiquement et après mentalement? Ou est-ce que, bah, il y a des douleurs physiques qui sont revenues? Ça, c'est la grande interrogation du côté de Kian Uijtdebroeks. On regarde tout de suite les différents classements pour finir cette vidéo. Le vainqueur du jour, c'est Andrew Auguste, qui était donc dans l'échappée, parce qu'il n'est pas marqué dans l'échappée, mais il était bien dans l'échappée, qui s'impose devant Raoul Garcia Pierna, Frank Vandenbroek, ça va faire des points pour la pique-nique, qui en manque grandement, devant Gal Glivar. On retrouve ensuite Fiorelli, Verstrenge, Velasco Johannessen, De Bruyne et Guillaume Martin. Le classement donc général de ce Tour du Pays Basque, 4 Français dans le top 10. Vainqueur Paul Sexas, 5e Champoussin, 9 et 10 Baudin, Vauclin, même 11 Guillaume Martin. On retrouve aussi 4 Espagnols dans ce top 10. C'est le cas de Jan Izagirre, de Pello Bilbao, de Javier Romo et donc d'Igor Arrieta qui est rentré dans ce top 10, mais bon, sans forcément avoir une grande victoire. Alors je me suis posé la question, est-ce que UAE a pas roulé autant pour Igor Arrieta pour le top 10? Je me dis, c'est un peu petit joueur quoi de la part de la UAE de rouler autant pour une 8e place au classement général. Je pense pas qu'il soit vraiment dans la course au point du côté de la UAE. Et puis les deux non français et non espagnols sont Lipovic et Tobias Allan Johannessen. Uijtdebroeks 12 devant Beloki 13, Skelmos 14 et Terrada 15. Roglic a vraiment dégringolé aujourd'hui. Il termine seulement à la 16e place. Et 75 coureurs seulement ont fini parce qu'il y a eu pas mal d'abandons lors de cette dernière étape. Pour le classement du sprint, Paul Sexas c'était déjà verrouillé hier, qui s'impose devant Johannessen, Lipovic, Arrieta et Izagirre. Le classement de la montagne, donc ça s'est joué pour un point entre Paul Sexas et Marc Solé. Johannessen 3e devant Skelmos et Lipovic. Le maillot blanc, Paul Sexas qui s'impose devant Beloki, Erikas Coulsat et Léonard. Et puis le classement par équipe, il n'est pas encore à jour. Hop là, il vient d'arriver. Eh bien, c'est Movistar devant XDS Astana, EF, UAE. Decathlon 5, Cofidis 7, Groupama 12 de ce classement par équipe. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, demain, on se retrouve pour Paris-Roubaix. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao!